Pendant 30 ans, j'ai frotté les sols à genoux pendant que mes frères et sœurs ouvraient des cadeaux de Noël que je n'avais pas le droit de toucher. Chaque 25 décembre suivait le même rituel. Vernon et Patricia Rayfield s'installaient dans leurs fauteuils assortis, une tasse de café à la main, le sourire aux lèvres, tandis que Colton et Bridget déchiraient le papier cadeau comme des animaux sauvages. Moi, je restais assis par terre, dans l'embrasure de la cuisine, assez proche pour voir, assez loin pour comprendre ma place. Dennis, la vaisselle ne va pas se laver toute seule, disait Patricia sans même me regarder. Noël ou pas, le travail ne s'arrêtait jamais. J'ai longtemps cru être adopté. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce que j'avais fini par croire. J'étais le bébé non désiré que leur église avait culpabilisé d'accueillir. Une bouche de plus à nourrir, qui devait mériter chaque bouchée. Pendant 3 décennies, j'ai pensé que c'était simplement mon lot. Certains enfants ont droit à une famille aimante. D'autres tombent chez les Rayfield. Mais aux funérailles de Vernon, alors que je restais au dernier rang comme la honte de famille que j'avais toujours été, un inconnu en costume anthracite est venu vers moi. Il tremblait, serrant contre sa poitrine de vieux documents comme s'ils étaient faits d'or. Son regard sur moi avait la stupeur de celui qui revoit un fantôme, quelqu'un qu'il avait cessé d'espérer retrouver. « Dennis Rayfield » demanda-t-il, mais il semblait déjà connaître la réponse. « Ouais, c'est moi. » Il secoua lentement la tête. « Non, ton vrai nom est Christopher Thorne. » Ces mots m'ont glacé le sang. Cet homme, parfait inconnu, m'annonçait au beau milieu d'un salon funéraire que mon identité entière était un mensonge. Et il n'avait pas fini. Il sortit une coupure de journal jauni datant de 1994. Et là, sous mes yeux, mon visage. Plus jeune, mais indiscutablement le mien, en première page d'un article. Héritier Thorne disparu. Récompense désormais de 93 millions. « Tu n'as jamais été adopté, » dit-il d'une voix brisée. « Tu as été enlevé. Tes vrais parents ne t'ont jamais cessé de chercher. Ta mère est encore vivante, Christopher. Et chaque jour depuis 30 ans, elle a prié pour ton retour. Mon nom est Christopher Thorne, même si pendant 30 ans, j'ai répondu à Dennis Rayfield. J'ai 35 ans, et jusqu'à récemment, je gérais une quincaillerie dans un bled du Montana, vivant au jour le jour dans un petit appartement au-dessus d'un dîner. Mon histoire ne parle pas de découvrir que j'étais riche en secret. Elle parle de découvrir que tous ceux qui étaient censés me protéger ont choisi de me détruire. Elle parle de comprendre que l'amour que je croyais ne pas mériter m'attendait en réalité depuis toujours. L'homme en costume s'appelait Winston Aldrich, détective privé. Il me cherchait depuis que j'avais 7 ans. Vernon Rayfield n'était pas mon père adoptif, c'était mon ravisseur. Patricia Rayfield n'était pas une mère glaciale, c'était ma geôlière. Et Colton et Bridget, ces enfants dorés qui recevaient tout pendant que je n'avais rien, ils étaient les enfants biologiques des gens qui m'avaient volé à un parc de Boston, quand j'avais 5 ans. Ta mère s'appelle Eleanor, m'annonça Winston, les larmes coulant sur son visage buriné. Elle a bâti un empire avec ton père, croyant que la réussite leur donnerait les moyens de te retrouver. Chaque dollar gagné a servi à ça. FBI, détective, spécialiste du vieillissement, même des voyants quand ils désespéraient. Ils n'ont jamais abandonné, Christopher. Pas une seule fois en 30 ans. Vernon Rayfield reposait à 10 mètres de nous, prêt à être enterré avec ses secrets. Mais Patricia était bien vivante, assise au premier rang dans sa robe noire, jouant la veuve éplorée. Elle m'avait forcé à l'appeler Madame, toute ma vie, jamais Maman. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur moi, elle voyait le crime qui pouvait la détruire. Je n'étais pas l'enfant indésirable. J'étais la preuve. La preuve de ce qui arrive quand la cupidité croise l'occasion et que la conscience ne vient jamais à la fête. J'étais le garçon dont la mère biologique se mourait depuis 3 décennies, dont le père avait emporté ma photo de bébé dans son portefeuille jusque dans sa tombe, dont l'héritage grossissait chaque année que je restais porté disparu. Winston me tendit une photo récente, prise 1 mois plus tôt. Une femme d'une 60aine d'années posait devant un immense siège social. Même de loin, malgré le grain, je voyais qu'elle avait mes yeux. Ce vert étrange qui faisait toujours dire aux Rayfield que je ne leur ressemblais pas. Parce que je ne leur ressemblais pas. Je ressemblais à Eleanor Thorne, ma mère, qui, selon Winston, avait tenté 2 fois de mettre fin à ses jours depuis ma disparition, sauvée seulement par l'espoir que, quelque part, je respirais encore. Elle doit savoir que tu es vivant,
insista Winston. Elle ne tient qu'à un fil. Les médecins disent que l'espoir est la seule chose qui maintient son cœur. Viens avec moi, Christopher. Rentre à la maison. Maison? Ce mot n'avait jamais rien signifié pour moi. Maison, c'était la grange où je dormais quand Vernon était ivre et dangereux. Maison, c'était l'appartement glacé avec des cafards que je n'avais pas les moyens d'exterminer. Maison, c'était n'importe où, sauf chez les Rayfield. Et maintenant, cet étranger me disait que ma maison était un manoir à Boston, une mère qui n'avait jamais renoncé et une fortune qui m'attendait depuis ma naissance. Alors que les invités du funérail sortaient, Patricia passa près de nous. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent. Pour la première fois en 30 ans, elle me regarda vraiment. Pas à travers moi, pas au-dessus de moi, mais bien moi. Et dans ses yeux, je vis la reconnaissance. Je vis la peur. Je vis une culpabilité si lourde qu'elle aurait dû l'écraser. Elle savait qui j'étais. Elle l'avait toujours su. Grandir chez les Rayfield, dans le Montana rural, c'était comprendre dès le premier jour quelle était ma place. Vernon Rayfield dirigeait un ranch prospère de 300 acres. Patricia gérait les comptes avec une poigne de fer, contrôlant chaque centime qui passait. Dans notre petite ville de Copper Ridge, 247 habitants, ils étaient respectés. Vernon siégeait au conseil de l'église, Patricia organisait la fête de la moisson. Tout le monde les voyait comme de bons chrétiens, charitables, qui avaient recueilli un enfant abandonné. Leur histoire officielle était simple et noble. Un matin d'hiver 1994, ils m'auraient trouvé sur le pas de leur porte, à peine âgé de 5 ans, avec seulement les vêtements que je portais et un mot griffonné. « Prenez soin de lui, je n'y arrive plus ». Pas de signature, pas d'explication, juste l'abandon. Le shérif, cousin de Patricia, aurait soi-disant tenté de retrouver mes parents biologiques, en vain. Alors, les Rayfield, déjà bénis de 2 enfants, auraient ouvert leur maison à un enfant perdu. « On n'était pas obligé de te garder », me répétait Vernon, chaque fois que je demandais quelque chose. Le devoir chrétien a ses limites, garçon. Leur maison, c'était une grande demeure de ranch avec 5 chambres. Pourtant, moi, je dormais dans ce qui avait été une remise, attenante au garage. Une petite fenêtre donnant sur l'abri à outils, pas de placard. Et en hiver, un froid si mordant que je voyais mon souffle. Pendant ce temps, Colton avait sa propre salle de bain et une télévision écran plat offerte pour ses 13 ans. La chambre de Bridget, toute rose et blanche avec un lit à baldaquin, aurait pu figurer dans un magazine. Le petit déjeuner, lui, suivait une hiérarchie stricte. Vernon avait ses œufs sur le plat et son bacon épais. Patricia, son café noir et ses toasts de blé complet. Colton et Bridget obtenaient ce qu'ils voulaient. Céréales sucrées, pancakes préparés exprès. Moi, je mangeais les restes, quand il y en avait. La plupart du temps, je survivais grâce au pain rassis et au beurre de cacahuètes que je cachais dans ma chambre pour ces occasions. Denise doit apprendre que rien n'est gratuit, aimait dire Patricia à ses amis de l'église lorsqu'elle s'étonnait de ma maigreur. On lui enseigne la valeur du travail. Ça lui servira mieux que des cadeaux. Mes corvées commençaient à 4h30. Nourrir les poules, traire les vaches, nettoyer les boxes des chevaux. Tout cela avant d'aller à l'école, où j'arrivais épuisé et imprégné de l'odeur du fumier malgré toutes mes lessives. Colton passait devant moi dans les couloirs sans un regard, entouré de ses coéquipiers de football. Bridget s'écartait ostensiblement si j'approchais trop, expliquant à ses amis que je n'étais que l'aide à domicile. Après l'école, quand les autres enfants allaient au sport ou au dîner, je reprenais le travail. Réparer les clôtures, transporter le fourrage, bricoler les machines que Vernon laissait volontairement tomber en panne pour m'occuper. Il m'apprit à réparer des moteurs, non par souci paternel, mais pour profiter d'une main-d'œuvre gratuite. À 12 ans, je savais reconstruire un moteur de tracteur. À 15, j'entretenais tous les véhicules de la famille, alors que Colton ne savait même pas changer une roue. « Tu devrais te trouver chanceux qu'on te nourrisse », dit un jour Vernon, lorsque j'osais demander pourquoi je ne pouvais pas m'asseoir à la table familiale pour Thanksgiving. « Ta propre mère ne voulait pas de toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites de t'asseoir avec une vraie famille ?» Tout était calculé. Patricia gardait une seule photo de moi dans la maison, prise quand j'avais 7 ans. On m'y voyait à l'écart, comme un figurant. Elle la montrait volontiers aux visiteurs, comme preuve de leur générosité. « On le traite comme l'un des nôtres », mentait-elle, tandis que je servais de la limonade à son club de lecture, invisible comme un meuble. L'école était mon seul refuge. Les professeurs m'aimaient parce que je travaillais dur.
Madame Henderson, ma prof d'anglais en 8e année, m'avait un jour pris à part. Dennis, tu es assez brillant pour l'université? Tu as déjà réfléchi à ton avenir? Les enfants comme moi ne vont pas à l'université, lui avais-je répondu, répétant ce que Vernon m'avait martelé. Elle m'avait alors regardé d'un air étrange, comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'en trouvait pas les mots. Des années plus tard, je me suis demandé si elle n'avait pas deviné qu'il y avait un problème. Mais dans les petites villes, on ne remet pas en cause des familles comme les Rayfield. On ne fait pas chavirer les bateaux qui flottent depuis des générations. La différence entre moi et Colton ou Bridget se voyait surtout à Noël. Eux recevaient des ordinateurs portables, des voitures, des voyages. Moi, une paire de bottes de travail et, avec un peu de chance, un manteau d'occasion venu de chez Goodwill. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les cadeaux, c'était la mise en scène. Patricia me tendait mon unique paquet devant ses amies de l'église, avec un grand sourire, avant de redevenir glaciale dès qu'elles étaient reparties. À 18 ans, j'avais économisé chaque centime que Vernon me donnait à contre-cœur pour ce qu'il appelait du travail en plus. En réalité, tout était en plus, puisque le travail ordinaire n'était jamais rémunéré. 2000 $ cachés dans une boîte de café m'ont permis de payer la caution d'un minuscule appartement au-dessus du dîner de Hazel, en ville. Le jour de mon départ, Patricia se contenta de dire « Ne viens pas ramper ici quand tu échoueras. » Mais je n'ai pas échoué. J'ai trouvé du travail à la quincaillerie de Brennan, où Sherman Brennan me montra plus de gentillesse en une seule journée que les Rayfield en 18 ans. « Tu es un bon travailleur, Dennis, me disait-il. Fiable, honnête. C'est rare de nos jours. J'ai construit une vie à partir de rien, parce que je pensais que rien, c'était tout ce que je méritais. Chaque soir, dans ce petit appartement, je me demandais qui était ma mère biologique. Quelle sorte de femme abandonne son enfant sur un pas de porte en hiver? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour qu'elle ne puisse pas m'aimer? Ces questions m'ont hanté 30 ans durant. Du poison distillé par les Rayfield, goutte après goutte. Sauf que rien de tout cela n'était vrai. Pas de porte, pas de lettres désespérées, pas de mère indigne. Seulement Vernon et Patricia Rayfield, deux criminels qui avaient volé un enfant et l'avaient élevé comme un domestique, tout en récoltant les louanges de leur communauté pour leur prétendue charité chrétienne. Ils avaient bâti leur réputation sur ma souffrance, leur prospérité sur ma vie volée. La mort de Vernon fut soudaine, un mardi matin de septembre. Une crise cardiaque massive en marquant le bétail. Mort avant de toucher le sol. Toute la ville se pressa à ses funérailles, l'église baptiste pleine à craquer. Moi, je restais au fond, sans droit de m'asseoir avec la famille, malgré 30 ans passés sous leur toit. Cette section est réservée aux parents de sang, Dennis, avait lancé Patricia, glaciale comme un vent d'hiver. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Même dans la mort, Vernon contrôlait le récit. Le pasteur le décrivit comme un pilier de la communauté, un père dévoué, un chrétien exemplaire. Lui et Patricia ont ouvert leur maison à un enfant dans le besoin, proclama le révérend Morrison en me désignant vaguement. Il faut un cœur spécial pour ça. L'assemblée murmura des « Amen », tandis que je luttais contre l'envie de vomir. Un cœur spécial? S'il savait seulement combien ce cœur se repaissait de cruauté, calculant au gramme près la nourriture qui me maintiendrait en vie, sans jamais m'accorder une once d'affection. C'est alors que je le remarquai. L'étranger. Il détonnait comme un diamant au milieu du charbon, vêtu d'un costume gris anthracite qui valait sans doute plus que 6 mois de mon salaire. Alors que tous suivèrent la cérémonie, lui ne cessait de me fixer, sortant son téléphone, puis reportant son regard sur moi. Ses mains tremblaient, serrant un dossier contre sa poitrine. Après la cérémonie, quand la foule se dirigea vers le cimetière, Patricia passa devant moi, encadrée de Colton et Bridget, tous trois vêtus de noir coûteux, comme si l'héritage s'était déjà transformé en vêtements de luxe. L'étranger, lui, resta en arrière, attendant que presque tout le monde soit parti. « Dennis Rayfield », dit-il d'une voix tremblante, comme un homme sur le point de bouleverser une vie. « Ouais, c'est moi. » Il s'approcha. Malgré l'air frais de septembre, des perles de sueur brillaient sur son front. « Non, ton vrai nom est Christopher Thorne. Je m'appelle Winston Aldrich, détective privé. Je te cherche depuis 28 ans. » Ces mots frappèrent comme des coups. Ma poitrine se serra. L'église me parut soudain trop petite, étouffante. « Vous faites erreur. J'ai été adopté, mais j'ai toujours été Dennis. »« Tu n'as jamais été adopté, » dit Winston en sortant un dossier de cuir avec des mains tremblantes. « Tu as été enlevé.
kidnappé dans un parc de Boston, à 5 ans. Tes parents, tes vrais parents, sont Eleanor et James Thorne. Ils possèdent Thorne Industries. Ils n'ont jamais cessé de chercher. Il étala des coupures de presse sur le banc entre nous. La première titrait « Héritier de 5 ans disparu à Beacon Hill Park ». En dessous, une photo qui me coupa le souffle. C'était moi. Plus jeune, mais indiscutablement moi, vêtu de vêtements que je reconnaissais de rêves brumeux que j'avais toujours pris pour de la fantaisie. Une autre coupure, datée d'il y a 5 ans. La famille Thorne augmente la récompense à 93 millions pour retrouver son fils disparu. C'est insensé, balbutiai-je, la gorge sèche comme du sable. Les Rayfield m'ont trouvé sur leur pas de porte. Il y avait une note. Le shérif a enquêté. Le visage de Winston se durcit. Le shérif, c'était le cousin de Patricia, n'est-ce pas? Robert Henley. Il est mort il y a 10 ans. Mais nous avons interrogé sa veuve. Elle a confirmé qu'il avait aidé à maquiller l'affaire, falsifiant les rapports et fabriquant les papiers d'adoption. Mes jambes faiblirent. Je me laissai tomber sur le banc. 30 ans de souvenirs tourbillonnaient, se reconfigurant. Chaque mot cruel, chaque repas refusé, chaque rappel que je n'étais pas de la famille, prenait soudain un sens terrifiant. Vernon Rayfield travaillait comme entrepreneur à Boston, il y a 30 ans, poursuivit Winston, la voix tendue mais ferme. Il faisait partie de l'équipe qui rénovait l'aire de jeu du Beacon Hill Park, le même parc où tu as disparu. La semaine de ta disparition, Vernon a soudain quitté son emploi, prétextant une urgence familiale dans le Montana. 2 mois plus tard, il a acheté le ranch, en liquide, 90 000 $ cash. Dennis, dis-moi, d'où un simple ouvrier au chômage sort-il 90 000 $ en 1994? La pièce se mit à tourner. Par la fenêtre, je voyais le cortège funèbre se diriger vers le cimetière. Patricia, en voile noir, jouant son rôle de veuve éplorée, tandis que la véritable victime de son mari se tenait dans l'église qu'il avait trompée 3 décennies durant. « Ta mère est en vie », souffla Winston. « Eleanor Thorne. Elle tient à peine le coup. Les médecins disent que seul l'espoir la maintient encore debout. Elle a connu les hôpitaux, les crises de panique, la dépression, 2 tentatives de suicide. Ton père, James, est mort il y a 3 ans. Ses derniers mots pour moi furent « Ne cesse jamais de chercher Christopher ». Winston sortit une autre photo, récente. Une femme d'une 60aine d'années se tenait devant un immeuble de verre. Même de loin, je reconnaissais mes propres yeux dans les siens. Ce verre singulier qui m'avait toujours trahi chez les Rayfield. Elle doit savoir que tu es vivant, Christopher. Pendant 30 ans, elle s'est demandé si tu avais mal, si tu avais peur, si tu te souvenais d'elle. Elle a gardé ta chambre intacte, chaque jouet, chaque livre, comme si tu allais rentrer. Je pensais à ma remise au garage, cette fenêtre minuscule donnant sur l'abri à outils, ces hivers où je voyais mon souffle. Pendant ce temps, à Boston, une chambre m'attendait, entretenue par une mère dont l'amour avait survécu à toute ma vie volée. Si c'est vrai, pourquoi ne m'a-t-on pas retrouvé plus tôt? Demandai-je. Vernon était malin, expliqua Winston. Il a changé ton nom aussitôt, s'est réfugié dans une petite ville où personne ne posait de questions. Tu étais assez jeune pour que tes souvenirs s'effacent. Il t'a sans doute raconté l'histoire de l'adoption avant même que tu puisses te rappeler la vérité. Nous avons suivi des milliers d'enfants adoptés au fil des ans, mais les papiers des Rayfield semblaient authentiques. Ce n'est que lorsque la veuve de Robert Henley nous a contactés le mois dernier que nous avons eu une vraie piste. Patricia apparut dans l'embrasure de l'église, cherchant les retardataires. Nos regards se croisèrent. Pour la première fois, je vis la peur passer dans ses yeux. Elle savait exactement qui était Winston. Elle savait pourquoi il était là. Et elle savait que sa mascarade de 30 ans touchait à sa fin. « Il nous faut une preuve, dis-je à Winston, même si mon cœur connaissait déjà la vérité. Une preuve ADN. Déjà prévue, répondit-il. Mais Christopher, il faut avancer prudemment. Patricia est dangereuse. Si elle comprend qu'on sait, elle pourrait fuir ou détruire des preuves. Les implications juridiques dépassent largement un simple enlèvement. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Winston m'avait donné un téléphone jetable et ordonné de continuer ma routine jusqu'au résultat. Ne confronte pas Patricia, avait-il dit. Ne change rien. Il nous faut des preuves solides. Mais comment agir, normalement, après avoir appris que toute ma vie n'était qu'un mensonge? Allongé dans mon appartement au-dessus du dîner de Hazel, je fixais le plafond taché d'eau, repassant 30 ans de souvenirs sous une lumière nouvelle.
Vernon qui me payait toujours en liquide, jamais par chèque. Patricia qui, à mes 10 ans, avait brûlé une pile de vieux papiers dans un grand feu de joie, prétextant qu'elle faisait du tri. Leur refus obstiné de m'autoriser un passeport quand l'école organisait un voyage au Canada. À 5 heures, j'abandonnai toute idée de dormir et me rendis au travail plus tôt. Sherman Brennan était déjà là, sa planchette de contrôle à la main. « Tu as une sale mine, fiston, dit-il en m'observant. « Tout va bien ?» « C'était l'enterrement de Vernon hier, répondis-je, ce qui était vrai. Mais pas toute la vérité. Sherman hocha lentement la tête. Je ne peux pas dire qu'il me manquera. Cet homme n'a jamais eu un mot aimable pour toi. Tu es mieux sans cette famille, Dennis. S'il savait que je n'avais jamais eu de famille du tout. Winston m'appela l'après-midi, alors que je rangeais des pots de peinture. Peux-tu me retrouver ce soir au Riverside Motel ? Chambre 12. Nous devons prélever ton ADN et parler des prochaines étapes. Le motel était à 30 km, choisi pour qu'aucun habitant de Copper Ridge ne nous voie. Winston avait transformé la chambre en véritable centre d'opération. Ordinateur portable, dossier, boîte de documents couvrant 3 décennies. Ton dossier n'a jamais été classé par le FBI, expliqua-t-il en frottant l'intérieur de ma joue avec un écouvillon. Chaque année, à ton anniversaire, ta mère les appelait, suppliant des nouvelles. Elle m'a engagé il y a 15 ans, quand le FBI a cessé d'y croire. Depuis, je suis chaque piste. Il me montra des photos. L'anniversaire de mes 5 ans, 2 semaines avant l'enlèvement. Je déballais mes cadeaux, entouré d'enfants. Mes parents accroupis à mes côtés, le visage illuminé de joie. Puis une vidéo. Winston m'avertit avant de la lancer. Ça risque d'être dur à regarder. La voix de ma mère emplit la pièce. Christopher, dis à papa ce que tu veux devenir plus tard. Le petit garçon à l'écran, moi, bondit en criant. Un super-héros, je sauve les gens. Ma gorge se serra. Cette mémoire existait quelque part en moi, enfouie sous 30 ans de Vernon, me répétant que je ne valais rien. Les résultats ADN prendront 3 jours, dit Winston. En attendant, réfléchis. Te souviens-tu de quelque chose d'avant ? Même des fragments ? Je fermai les yeux. Des bottes rouges de pluie. Je me rappelais avoir adoré ces bottes. Et une femme qui chantait une berceuse sur des oiseaux. Les yeux de Winston s'illuminèrent. Il sortit son téléphone, chercha une photo. Celle-ci ? Sur l'écran, les mêmes bottes rouges, enfermées dans un sac de preuves étiqueté « Effet personnel de Christopher Thorne, jour de la disparition ». « Ta mère te chantait cette berceuse chaque soir, » dit-il doucement. « Mockingbird. Elle en parlait à chaque interview, espérant que tu t'en souviennes un jour. » Les 3 jours suivants passèrent dans une lenteur irréelle. J'allais travailler, je souriais aux clients, je déjeunais au dîner comme toujours. Mais Patricia commença à agir bizarrement. Elle vint 2 fois à la quincaillerie, ce qu'elle n'avait jamais fait en 5 ans. La 2e fois, elle me lança « Dennis, j'y ai réfléchi. Maintenant que Vernon est parti, il est peut-être temps qu'on se comporte enfin comme une vraie famille. Viens dîner dimanche. » En 30 ans, elle ne m'avait jamais invité à un dîner du dimanche. « Je suis occupé, » répondis-je en me tournant vers mon rayon. Sa voix se fit glaciale. « Tu sais, j'ai retrouvé de vieux papiers dans le bureau de Vernon. Des papiers d'adoption. Ce serait dommage s'il leur arrivait quelque chose. C'était une menace. Elle savait que quelque chose se tramait. Cette nuit-là, j'appelai Winston. Elle se doute de quelque chose. Elle a parlé de détruire des documents. Les résultats ADN étaient arrivés plus tôt que prévu. 90-97 de correspondance avec Eleanor Thorne, dit-il. Tu es bien, Christopher ? Le FBI intervient demain matin. Je m'écroulais sur mon vieux canapé. Même en m'y attendant, l'impact de la confirmation me coupa le souffle. Il y a autre chose, ajouta Winston. Ta mère veut te parler. Elle attend près du téléphone depuis que je lui ai dit qu'on t'avait peut-être retrouvé. Tu es prêt ? Était-ce possible d'être prêt à entendre la voix d'une étrangère qui était ma mère ? Prêt à découvrir que, pendant que je frottais des sols et dormais dans une remise, elle se battait pour me retrouver. « Passe-la-moi, dis-je. » Une voix douce, brisée mais pleine d'espoir traversa le combiné. « Christopher ? C'est vraiment toi ? » Je ne sais pas comment répondre, avouai-je. Je suis Denise depuis si longtemps. Ce n'est pas grave, dit-elle, et j'entendis ses larmes. Tu peux être qui tu veux. J'ai juste besoin de savoir que tu es en sécurité. Tu es en sécurité ? Sécurité ? Un mot si simple que je n'avais jamais vraiment compris. Je le suis maintenant. Le FBI dit que je ne pourrai pas te voir avant demain.
Mais Christopher, je veux que tu saches d'une chose. Chaque jour depuis 30 ans, je t'ai aimé. Chaque anniversaire, j'ai fait un gâteau. Chaque Noël, j'ai emballé des cadeaux. Chaque soir, j'ai chanté dans ta chambre vide. Tu n'as jamais été oublié? Tu n'as jamais été remplacé. Tu as toujours été mon petit garçon. Je craquais alors. 30 ans d'émotions refoulées m'engloutirent. Cette femme que je ne me souvenais plus d'avoir connue m'aimait plus que ceux qui m'avaient élevé. Celle que j'appelais « maman » ne m'avait jamais aimé. Celle que j'avais perdue n'avait jamais cessé. L'aube suivante, le FBI arriva. 6 SUV noirs envahirent Copper Ridge comme une armée. J'observais de ma fenêtre alors qu'ils encerclaient tout le ranch. Patricia, dans sa cuisine, préparait son café, probablement en train de répéter son rôle de veuve éplorée. En quelques minutes, elle était menottée. Winston passe à me prendre 1 heure plus tard. Elle ne parle pas encore, mais elle finira par craquer. Les preuves sont accablantes. Au poste du shérif, désormais envahi d'agents fédéraux, j'assistais derrière une vitre sans teint à l'interrogatoire de Patricia. Elle semblait rétrécie, sans ses robes de l'église ni sa posture parfaite. Juste une vieille femme de 70 ans face aux conséquences de 30 ans de mensonges. L'agente Chen, du FBI, présenta les preuves méthodiquement. Résultat ADN. Relevé financier montrant les 90 000 $ en liquide en 1994. Témoignage de la veuve de Robert Henley, confirmant qu'il avait falsifié les documents. Relevé téléphonique montrant que Vernon avait appelé la maison des Thorne 12 fois dans les semaines précédant l'enlèvement. Patricia resta silencieuse pendant 3 heures. Puis, quand l'agente Chen lança la vidéo de mon 5e anniversaire, quelque chose se brisa sur son visage. « Éteignez ça », murmura-t-elle. « C'est Christopher Thorne, » dit l'agente Chen, « l'enfant que vous avez appelé Dennis pendant 30 ans, l'enfant dont vous avez détruit les parents. » La main de Patricia tremblait. Ce n'était pas prévu. Vernon a vu une occasion. Elle raconta tout, pire encore que je ne l'avais imaginé. Vernon travaillait sur le chantier du parc, observant les familles riches et leurs enfants, alors qu'ils croulaient sous les dettes de jeu. Il avait repéré la routine des Thorne, notant que la nourrice se laissait parfois distraire. Un jour, il avait saisi l'occasion. « Je devais juste attendre dans le camion », dit Patricia, la voix creuse. Vernon a attrapé le petit quand la nourrice s'est retournée. Ça a pris quelques secondes. On voulait demander une rançon, assez pour éponger les dettes et recommencer ailleurs. Mais les médias, la récompense, le FBI partout. Impossible de le rendre sans finir en prison. Alors vous l'avez gardé, conclut l'agent Chen. On a déménagé tout de suite. Un cousin de Vernon au Montana venait de mourir. Assez d'argent pour un acompte sur le ranch. On a dit à tout le monde qu'on avait trouvé le garçon abandonné. Robert a aidé pour les papiers. Il devait de l'argent à Vernon aussi. Je murmurais derrière la vitre. Et vous m'avez élevé comme un esclave. Patricia poursuivit, comme si cela justifiait tout. On lui a donné un toit et de la nourriture, plus que certains enfants en ont. L'agent Chen sortit des photos de ma chambre à Boston, celles que mes parents avaient préservées. Voilà ce qu'il aurait dû avoir, des parents aimants, sa propre chambre, une éducation, un fonds de plusieurs millions. Et vous? Vous lui avez donné une remise et vous l'avez traité comme du bétail. Patricia craqua enfin. Vous ne comprenez pas. Chaque jour, j'avais peur que quelqu'un le reconnaisse. Chaque jour, je craignais que le FBI débarque. On ne pouvait pas l'aimer. L'amour nous aurait rendus faibles. Il fallait le tenir à distance pour survivre. Vous avez torturé un enfant pour vous protéger, répliqua Chen. Colton et Bridget arrivèrent alors, réclamant de voir leur mère. Quand on leur expliqua la situation, Bridget s'effondra en larmes. Colton resta figé, me fixant à travers la vitre. « Vous saviez ?» lui dis-je en entrant dans la pièce. « Vous saviez que quelque chose clochait. On pensait que tu étais adopté, » balbutia-t-il. « Maman disait que ta mère biologique était une droguée qui t'avait abandonné, et que ça justifiait qu'on te traite ainsi. » Il n'avait pas de réponse. Bridget n'osait même pas lever les yeux. Patricia fut inculpée pour enlèvement, conspiration, fraude et maltraitance d'enfants. Le FBI révéla aussi les autres crimes de Vernon. Détournement de fonds, vol sur des chantiers, même à l'hôpital pour enfants. Le ranch, acheté avec de l'argent sale, serait saisi. Cet après-midi-là, Winston me conduisit à l'aéroport régional. « Ta mère arrive, dit-il. Elle ne pouvait pas attendre un jour de plus. »
Le jet privé atterrit au coucher du soleil. Je me tenais sur le tarmac, les mains tremblantes, fixant la porte qui s'ouvrait. Eleanor Thorne descendit lentement les marches, comme si elle craignait que je disparaisse si elle bougeait trop vite. Plus frêle que sur la photo, mais ses yeux verts identiques aux miens, brillaient d'un amour qui avait survécu à 30 années d'enfer. « Christopher ?» dit-elle en tendant une main hésitante. J'hochai la tête, incapable de parler. Elle franchit la distance en 3 pas rapides et me serra dans ses bras. Cette étreinte fut comme rentrer à la maison, une maison que je n'avais jamais connue. Elle sentait le parfum cher et quelque chose d'autre, une senteur familière qui réveilla des souvenirs que je croyais être des rêves. « Mon bébé », sanglota-t-elle contre ma poitrine. « Mon beau garçon. Je suis tellement désolé. Désolé de ne pas t'avoir retrouvé plus tôt. »« Ce n'est pas ta faute, » soufflai-je. Elle recula pour scruter mon visage avec émerveillement. « Tu as la mâchoire de ton père, ses mains. Mais ses yeux, ce sont les miens. » Elle effleura ma joue. « Tu te souviens de quelque chose? Même un détail? Des bottes rouges. Et une chanson sur des oiseaux. » Son visage se froissa. « Tu adorais ces bottes. Tu les portais partout, même sans pluie. Et cette chanson, je te la chantais chaque soir. Chaque soir, même après ta disparition. » Elle sortit son téléphone et me montra une vidéo récente. On la voyait chanter cette berceuse dans une chambre d'enfant immaculée. Mon ancienne chambre, restée intacte, les mêmes bottes rouges posées sur une étagère. Je n'ai jamais arrêté, Christopher. Je n'ai jamais perdu l'espoir que, quelque part, tu étais vivant et que tu t'en souviendrais. Patricia Rayfield écopa de 25 ans de prison fédérale. À 70 ans, c'était une peine de mort déguisée. Au tribunal, elle ne montra aucun remords. Je lui ai donné un toit et appris à travailler. C'est plus que ses vrais parents n'auraient fait, eux qui l'auraient gâté avec un argent qu'ils n'avaient pas gagné. Le juge fut implacable. Vous avez volé un enfant à des parents aimants et l'avez soumis à 30 ans de torture psychologique. Vous avez détruit 3 vies par cupidité. 25 ans, c'est clément. Colton et Bridget perdirent tout. Le ranch fut saisi. Le FBI révéla que Vernon avait détourné plus de 200 000 $ au cours de sa carrière, finançant leur confort avec de l'argent volé. Colton vint me voir avant mon départ du Montana. « Je dois t'avouer quelque chose », dit-il maladroitement dans mon appartement. « Quand on était gosse, j'ai entendu papa et maman se disputer. Papa a dit « Si quelqu'un découvre la vérité sur le garçon », maman lui a ordonné de se taire. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû parler. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il baissa les yeux. Parce que c'était plus facile de te laisser prendre les coups. Quand papa s'énervait contre toi, il ne s'énervait pas contre moi. Je t'ai laissé souffrir pour avoir la vie tranquille. Pardon, Dennis. Je veux dire, Christopher, c'était la première fois que quelqu'un, dans cette famille, me demandait pardon. M'installer à Boston fut comme atterrir sur une autre planète. Eleanor avait gardé ma chambre d'enfant intacte, mais elle ne m'imposa pas de vivre dans le manoir familial. Elle m'aida à trouver un appartement à proximité, le temps que je m'adapte. Le fonds en fidéicommis que mon père avait créé pour moi avait gonflé à plus de 40 millions. Des chiffres irréels pour quelqu'un qui avait survécu au salaire minimum. Mais ce n'était pas l'argent qui me guérissait. C'était Eleanor. Elle n'exigea rien, ne me pressa jamais de l'appeler maman, ni de faire semblant que les 30 ans n'avaient pas existé. Elle se contentait d'être là. Chaque matin, un texto pour me demander si je voulais un café. Chaque soir, pour vérifier si j'avais dîné. Des gestes simples, constants, que je n'avais jamais connus. « Ton père aurait été fier de l'homme que tu es devenu », me dit-elle un soir en feuilletant des albums photos. « Tu as survécu à ce qui aurait brisé la plupart des gens. Tu es resté bon alors qu'ils étaient cruels. Tu as travaillé dur alors que tu aurais eu toutes les raisons d'abandonner. Ce n'est pas malgré ce qu'ils t'ont fait. C'est ce que tu es, au fond de toi. » Je commençais une thérapie spécialisée dans les cas d'enlèvement. Le docteur Martinez m'expliqua « Les Rayfield ne se sont pas contentés de voler ton enfance. Ils ont essayé de voler ton estime de toi. Ils avaient besoin que tu croies que tu ne valais rien. Si tu avais pensé mériter mieux, tu aurais remis leur histoire en question. Ton mécanisme de survie, c'était d'accepter leur version. Maintenant, tu peux écrire la tienne. Sherman Brennan m'appela le mois dernier. J'ai tout suivi aux infos. Sacrée histoire, Christopher. Tu repasseras nous voir ? Peut-être un jour, répondis-je. Pas encore. Quand tu viendras, souviens-toi d'une chose.
Tu as toujours été le meilleur employé que j'ai eu. Et ça n'a rien à voir avec ces monstres. Ton éthique, ton intégrité, ça vient de toi. L'argent ne change rien. Tu as mérité tout le bien qui t'arrive. Aujourd'hui, Eleanor et moi dînons ensemble tous les dimanches. Pas par obligation, mais par choix. Elle me raconte mon père, la vie qu'ils avaient rêvée pour moi. Moi, je lui raconte l'homme que je suis devenu sans eux, la force que j'ai trouvée dans l'ombre. Nous reconstruisons quelque chose à partir des ruines. Le conseil d'administration de Thorne Industries voulait que je prenne immédiatement la tête de l'entreprise. Mais je me suis inscrit en école de commerce. Je veux le mériter, dis-je à Eleanor. Pas seulement l'hériter. Elle a souri. Tu es bien le fils de ton père. Il a dit la même chose quand son père lui a offert la société. La fortune, l'entreprise, la haute société de Boston. Tout cela semble irréel. Mais le plus grand cadeau n'est pas l'argent. C'est de savoir que, pendant que je me croyais indésirable, 2 personnes m'aimaient éperdument. Pendant que Patricia me disait que j'étais chanceux d'avoir des miettes, mes vrais parents dépensèrent des millions pour me retrouver. Eleanor a fait don des 93 millions de la récompense au Centre national pour enfants disparus. D'autres familles cherchent encore, dit-elle. Peut-être que ça les aidera à trouver ce que nous avons retrouvé. La semaine dernière, je suis repassé devant le ranch Rayfield. Il est en saisie fédérale. Les mauvaises herbes envahissent déjà le jardin de Patricia. La remise où j'ai survécu 18 hivers est visible depuis la route. Cette petite fenêtre donnant sur l'abri à outils. Je ne hais plus cette pièce. Parce que c'est là qu'un garçon nommé Dennis a survécu. Ce garçon a fait de son mieux avec les mensonges qu'on lui donnait. Il a gardé son humanité intacte malgré tout. Et c'est lui qui a sauvé Christopher Thorne. Il l'a gardé en vie, en mouvement, jusqu'à ce que la vérité le retrouve. Je suis reconnaissant envers Dennis Rayfield. Il n'était pas réel, mais sa force l'était. Maintenant, je suis Christopher Thorne. Chaque matin, je me réveille dans un lit qui est le mien, une vie qui est la mienne, un nom qui est le mien. Les Rayfield ont volé 30 ans, mais ils n'ont pas volé mon avenir. Ils ont voulu me convaincre que je n'étais rien. Mais j'étais tout, pour quelqu'un. Certaines histoires se terminent par la justice, d'autres par des retrouvailles. La mienne se termine par quelque chose de plus simple, la certitude que l'amour peut survivre à 30 ans de séparation, que les mensonges ne peuvent pas enterrer la vérité pour toujours, et que parfois, la vie qu'on devait vivre nous attend, prête à être réclamée.